C'est un sujet, comme vous le savez, qui transforme énormément de pans de la société, qui intègre différentes activités. Tous les métiers sont concernés: marketing, communication, journalisme, industrie culturelle, industrie tout court, mais aussi la santé, l'éducation, etc. Tout le monde est concerné aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Un nouveau jeu, mais également des nouvelles règles qu'il est impératif de quand même appréhender. Une entreprise qui ne maîtrise pas les risques liés à l'IA Act passe à côté de quelque chose d'énorme et donc peut exposer son organisation à des sanctions et un défaut d'application et de potentiel d'exploitation. Alors, vous en avez entendu parler, le règlement sur l'intelligence artificielle, ou AI Act, sur souvent la terminologie anglaise qui est utilisée, est un texte qui a été adopté en Europe. Et la particularité, c'est que c'est vraiment la première législation au monde qui encadre les usages de l'intelligence artificielle. Pour votre information, en fait, d'autres continents ont essayé d'adopter un arsenal législatif et se sont heurtés à un échec, comme les États-Unis, où il y a vraiment eu un veto contre l'adoption d'une règle. C'est toute la Silicon Valley, les GAFAM, qui étaient vent debout pour empêcher tout texte coercitif ou qui encadrerait trop les pratiques, en voulant devenir les pionniers du développement de l'intelligence artificielle, alors que l'Europe a pris le contre-coup en disant « nous, on veut maîtriser les usages ». Donc c'est vraiment ça l'objectif. On va revenir un petit peu plus sur le contenu, évidemment, de l'IA Act, mais une volonté politique de réguler tous les débordements qui seraient liés à l'usage d'outils d'intelligence artificielle. Donc on a un texte européen, donc première mondiale, qui a été adopté en fait début 2024. Il y a eu vraiment d'intenses actions de lobbying au niveau de l'Union européenne. Il y avait un peu deux fronts, l'Allemagne, la France, qui étaient aussi pro-innovation. Il ne faut pas tuer les entreprises européennes, il ne faut pas que le droit tue la technologie. Et puis de l'autre côté, des pays plutôt de l'Est qui disaient il faut encadrer les pratiques, il y a trop de dérives. Donc il y a vraiment eu un compromis qui s'est instauré entre les États membres. Tout ce que je vais vous dire, alors, je vais dire beaucoup de choses aujourd'hui. On sait que ça peut aussi être sujet à évolution. Tout change en temps réel et on verra en conclusion les dernières évolutions en matière de réglementation sur l'IA Act. Donc un texte qui est entré en vigueur le 2 août 2024, mais avec une application progressive. Tout ne s'applique pas tout de suite pour tout le monde. On va voir, il y a différents acteurs et en fonction de la catégorie à laquelle vous pouvez appartenir, il y a des obligations spécifiques qui vont s'appliquer à vous. Donc une application progressive. Les premières, c'était en février 2025, ensuite août 2025, mais je vais revenir précisément sur ces différentes étapes, d'autres en 2026, et les dernières étapes d'application seront en 2030, donc quelque chose de très large. Et effectivement, il y a une portée qui est extraterritoriale. L'objectif principal du législateur européen, c'était de réglementer la circulation d'outils d'intelligence artificielle au sein du marché unique, le fameux marché unique du numérique européen. Mais ça ne concerne pas seulement les entreprises européennes. Toute entreprise non européenne qui veut développer un outil IA sur le sol européen devra se conformer aux exigences du règlement IA Act. Alors, quels sont les objectifs de ce texte ? En premier lieu, c'est un texte qui vise à contrôler les usages. L'objectif, c'était de dire, on veut soutenir l'innovation, on ne veut pas mettre de barrières à l'entrée, on ne veut pas mettre de barrières juridiques. Pour autant, il faut que les outils IA respectent des libertés fondamentales, des droits fondamentaux qui sont essentiels au sein de l'Union européenne. Donc, c'est quoi ces droits fondamentaux ? C'est la liberté d'expression, la lutte contre la désinformation, l'absence de discrimination, la protection des personnes vulnérables, la protection des mineurs notamment, ou des personnes âgées, etc., les libertés d'aller et venir. Donc tout ça, ce sont des valeurs sacrées auxquelles il ne faut pas déroger via l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était le premier pilier. Deuxième pilier, c'est maîtriser les risques. C'est-à-dire qu'on veut de la transparence, on veut une gouvernance pour éviter les abus, on veut rendre les entreprises qui développent un outil d'intelligence artificielle qu'elles soient responsables par rapport à ce qu'elles développent. Et puis soutenir l'innovation, parce que en fait, ce n'est pas un contrôle a priori, mais a posteriori. On pose des principes fondamentaux
Après, c'est aux entreprises de respecter ces différents principes. Il n'y a pas de certification préalable. Chaque entreprise va devoir moduler son propre programme de conformité par rapport aux principes qui sont édictés dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, qui est concerné par cette réglementation sur l'intelligence artificielle? Il y a 4 principaux acteurs. Les déployeurs, alors c'est un peu un terme barbare, ça vise concrètement les utilisateurs de l'intelligence artificielle, mais les utilisateurs professionnels, c'est-à-dire les organismes, les entreprises qui vont intégrer dans leur organisation l'usage d'outils d'intelligence artificielle. Donc il y aura des règles pour elles. Les fournisseurs, ce sont ceux qui développent une intelligence artificielle ou qui font développer une intelligence artificielle sous leur marque. Donc les principaux éditeurs d'outils d'intelligence artificielle. Les distributeurs, ce sont ceux qui vont commercialiser un outil IA sur le marché européen, et les importateurs, ça va être ceux qui vont commercialiser sur le territoire européen des solutions qui n'ont pas été créées par des entreprises européennes. Donc 4 différents acteurs, et selon la catégorie à laquelle vous appartenez, vous aurez des obligations distinctes. Alors, revenons rapidement sur les opportunités et les risques juridiques. Les opportunités, je pense que vous les connaissez tous et qu'elles ont été largement développées au cours de cette journée de séminaire. Gain de productivité, bien entendu, on va plus vite. On peut améliorer la rédaction, on peut automatiser des tâches répétitives, des tâches pénibles, comme il a été dit pendant le film qui a été diffusé. Création de contenu de toutes sortes, du texte, de l'audio, de l'image. Voilà, donc on va générer des contenus jamais imagés, et c'est le propre de l'intelligence artificielle générative. Soutien à la décision, on va pouvoir analyser des documents, faire des comparaisons beaucoup plus facilement pour prendre une décision éclairée sur la base d'une masse d'informations qui va être digérée par des outils d'IA. Et puis, avantage compétitif, il faut accompagner l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que l'IA doit s'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. On ne peut pas passer à côté, sinon on passe à côté du sens de l'histoire. Donc, il y a vraiment des opportunités liées à l'usage d'intelligence artificielle dans les entreprises. Mais évidemment, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il y a des risques juridiques de plus en plus présents. Donc, déjà deux qui ont été affichés, que vous connaissez déjà. Qui est responsable? On a un outil IA et puis il y a un dommage. Ça peut être un dommage physique, ça peut être aussi des erreurs, ça peut être aussi des résultats générés qui finalement ne sont pas efficaces, ne sont pas performants ou ne correspondent pas aux attentes des utilisateurs d'outils IA. Protection des droits d'auteur, je pense que c'est le sujet dont on a le plus parlé aujourd'hui et on va largement le développer. Mais l'intelligence artificielle, elle se nourrit de données, elle se nourrit de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle et les ayants droit sont vent debout pour avoir voix au chapitre, donner l'autorisation ou à tout le moins récupérer de l'argent sur la réutilisation de leurs œuvres par des outils d'intelligence artificielle qui ne monnaient pas ne monnayaient pas, parce que les pratiques changent, l'usage des œuvres de leur répertoire. Données personnelles aussi, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, on va rentrer des données personnelles. Ça peut aussi générer des données personnelles, parfois inventées. Et comme on parle d'invention, il y a aussi les sujets liés à la diffamation, au droit de la presse. Comme je le dis toujours, l'intelligence artificielle ne ment pas, elle hallucine, elle va biaiser des informations de la réalité et elle va créer des inexactitudes, ce qui peut bien évidemment engager la responsabilité de celui qui diffuse l'information. La responsabilité ne pèsera pas sur l'outil A, ça sera toujours sur l'organisation ou la personne physique qui va divulguer des informations fausses. Et du droit à l'image aussi, on parle beaucoup de deepfake ou d'images détournées par l'intelligence artificielle. On l'a vu dans l'actualité, les voix imitées de Joe Biden, des images détournées de Taylor Swift, ça a fait très très largement relayer dans la presse et ça a donné lieu à des contentieux. On verra, il y a beaucoup de contentieux, alors pas vraiment en France, mais plutôt aux États-Unis, et puis tout récemment en Angleterre et en Allemagne, et on va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est la définition de l'intelligence artificielle? En fait, il n'y en a pas vraiment.
Et déjà, avant, je le dis toujours lorsque je fais des sensibilisations sur ce sujet, je voudrais revenir sur ce terme d'intelligence. Parce que la notion d'intelligence artificielle, pour moi, c'est un mauvais anglicisme. Intelligence, c'est le intelligence anglais, c'est-à-dire c'est de l'information brute, c'est de la donnée, c'est du renseignement, c'est le I de CIA. Alors que l'intelligence, nous, dans nos conceptions européennes, et particulièrement en France, eh bien, c'est la raison, c'est la morale, c'est la sagesse, c'est un être humain doué de raisonnement. Or, ce n'est pas du tout cette appréhension dans l'intelligence artificielle, puisque c'est une agrégation de données qui est digérée par une machine et qui produit des résultats, mais ça ne crée pas en soi. L'intelligence artificielle, ça reproduit. Ça ne remplace pas fondamentalement la création humaine. Et j'aimais bien une phrase d'un data scientist qui disait « L'intelligence artificielle, ce sont des statistiques sous stéroïdes ». C'est qu'on a boosté, en fait, l'intelligence artificielle, elle existe depuis longtemps. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des machines, on a des puissances de calcul, on a des puces qui permettent d'aboutir à ces résultats. Donc, ce qui est défini dans l'IA Act, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le système d'intelligence artificielle. On ne régule pas la technologie, on va réguler les usages. Alors le SIA, la définition, elle est assez complexe, mais je vous ai mis en orange les termes importants. C'est une machine qui bénéficie d'autonomie, qui fait preuve d'adaptabilité et qui va déduire, par rapport aux données qu'on lui ingère, un certain nombre d'informations, des résultats, tels que des prédictions, du contenu, des recommandations, etc., etc. Donc il y a cette première catégorie, et c'est ça qui est réglementé, le SIA, Système d'intelligence artificielle. Il y a une deuxième définition fonctionnelle qui est donnée par l'IA, c'est les GPAI, donc c'est les modèles d'intelligence artificielle à usage général. C'est quoi? C'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est Mistral, c'est Claude. Tout ça, ce sont des modèles d'intelligence artificielle à usage général. C'est-à-dire, c'est des modèles polyvalents qui peuvent intervenir dans n'importe quel secteur d'activité. Ce n'est pas une application métier, c'est un modèle de fondation. Et puis, ça va faire des multitâches, la traduction, de la synthèse, de l'image. Voilà, c'est vraiment très, très général. Et les règles vont être différentes selon qu'on ait un SIA ou qu'on ait un GPAI. Par contre, quand le GPAI est intégré dans un système d'intelligence artificielle, que vous, entreprise, vous pouvez développer un système d'intelligence artificielle en vous appuyant sur du ChatGPT, en vous appuyant sur du Gemini, etc. Donc là, vous serez système d'intelligence artificielle. Alors, pour être un peu plus pédagogique, moi, j'aime toujours faire un petit amalgame avec une voiture. Ça permet de comprendre un petit peu ce que c'est un système d'intelligence artificielle. Donc, si le CIA était une voiture, eh bien, la voiture, c'est le chatbot, c'est l'interface qu'on vous propose pour utiliser l'intelligence artificielle. C'est le tout, le package qui est commercialisé auprès des utilisateurs finaux. Et puis, il y a le moteur. Le moteur, c'est quoi? C'est le LLM, l'algorithme qui va techniquement faire marcher la voiture. Donc ça, c'est hyper important. Hein. C'est ça qui va tout générer dans le fonctionnement des différents rouages d'un modèle d'intelligence artificielle. Il faut un LLM et un LLM performant. Donc le moteur, le LLM. Les chevaux, le nombre de chevaux, c'est la puissance de calcul. Plus il y a de nombre de chevaux, plus ça va vite, très vite. Le carburant, ben c'est la data. Sans data, il n'y a pas d'IA. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut de la data de qualité, il faut de la data qualifiée. Et c'est ça, plus le carburant est de qualité, plus la performance du modèle, du système d'intelligence artificielle sera performant et expérimenté. Et enfin, il y a toutes les options, toutes les fonctionnalités qui vont avec. C'est justement, c'est l'IA générative, la vidéo, le son, la reconnaissance vocale, de la reconnaissance faciale. Ça, ce sont toutes les options qui vont améliorer l'outil d'intelligence artificielle. Et quand voilà, ça permet de concrétiser un petit peu le fonctionnement et l'assemblement des différents rouages d'un système d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que réglemente l'intelligence artificielle? Le règlement sur l'intelligence artificielle, ce sont les risques. Encore une fois, pas la technologie, mais les usages. Ce qu'a prévu le législateur européen, c'est d'encadrer
certains types d'usages qui sont inacceptables, à haut risque, faibles ou faibles au risque minime. Donc, les risques inacceptables, ce sont les usages d'intelligence artificielle qui sont totalement en conflit avec les droits fondamentaux et non négociables qui s'appliquent au sein de l'Union européenne. Par exemple, tout ce qui est notation sociale. Quand je parle de notation sociale, on voit, j'avais vu un reportage sur la Chine où on va, selon votre passé, selon vos historiques, selon les travaux, les métiers que vous avez effectués, que vous étiez plus ou moins éligible à vivre dans tel ou tel quartier, par exemple, que vous soyez noté. Alors là, on vient un peu dans du Black Mirror, hein, mais c'est un peu ça, hein, tous les films d'anticipation et de science-fiction qui montrent les dérives de l'usage technologie dans la vie de tous les jours, dans l'organisation d'une société. Et bien tout ça, c'est interdit de commercialiser des outils IA au sein de l'Union européenne qui auraient pour finalité celles qui sont présentées sur la slide. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que finalement, le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est avant tout un règlement de conformité produit. Il faut, pour commercialiser un outil IA, il faut cocher toutes les bonnes cases du règlement IA pour pouvoir le vendre auprès de citoyens européens. Ceux qui sont à haut risque, en second lieu, c'est ceux qui vont toucher à des secteurs critiques. Alors là, il y a beaucoup notamment d'IA on en a parlé pendant le film, il parlait d'outils de recrutement sans supervision humaine, etc. Ça, en Europe, c'est interdit. Il faut toujours, pour les outils IA qui peuvent avoir des impacts sur le recrutement de candidats, sur l'emploi des salariés, il faut toujours qu'il y ait une supervision humaine, notamment. En tout cas, pour tout ce qui est système à haut risque, on verra, il y a un cahier des charges qui doit être strictement respecté pour que le produit puisse être vendu en Europe. Après, il y a les risques faibles. Alors là, c'est notamment tous les modèles d'usage général qui ne soulèvent pas de questions sociétales ou de danger pour les libertés individuelles. Donc là, je vous ai mis génération d'images, détection de formes. C'est un peu les choses qui sont illustrées dans le règlement IA, les traductions, tout ça, c'est à risque faible. Et les risques minimes, c'est ceux qui n'engagent aucun risque spécifique. Donc, une fois qu'on a déterminé mon outil, il appartient à quelle catégorie de risque, ensuite, on va pouvoir savoir quelles sont les obligations qui s'appliquent à moi. Donc, évidemment, tous les systèmes à risque inacceptables, c'est interdiction de vente sur le territoire de l'Union européenne. Pour les outils qui sont à haut risque, là, il va falloir faire tout un process de mise en conformité, de documentation, de système qualité, de vérification de la qualité des données, de vérification de la sécurité aussi de l'outil. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes de vérification en amont, que le produit présente toutes les caractéristiques essentielles requises par l'IA Act, on pourra le vendre en Union européenne. Et notamment, il pourra y avoir des marquages CE, certifiés conformes, et donc une commercialisation en Europe. Les risques faibles, un peu de type ChatGPT, OpenIA, enfin, c'est la même chose, Gemini ou autre, c'est plutôt une obligation de transparence, plutôt en matière de droit d'auteur, puisqu'il va falloir publier sur quelle base les outils s'entraînent, respecter le droit d'auteur, j'y reviendrai un peu plus. Après, il y a les risques minimes, ce sont des codes de bonne conduite volontaires qui peuvent être adaptés par les modèles d'usage à intérêt général. Et à la fin, donc, le bas de la pyramide, c'est voilà, justement tout ce que je vous ai dit sur le droit d'auteur. Donc résumé des jeux de données d'entraînement. Donc c'est vraiment pousser tous ces acteurs à dire sur quelles sources ils s'appuient, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme données pour pouvoir produire des résultats, pour que les ayants droit puissent se rapprocher d'eux et demander soit à ce qu'ils puissent autoriser ces usages ou surtout demander une quote-part de rémunération pour l'utilisation des œuvres de leur répertoire qui sont utilisées donc, par ces outils. Les sanctions. Donc les sanctions, en fait, elles sont selon le type d'obligation qu'on n'a pas respecté. Si un outil IA est commercialisé sur le territoire et correspond à un usage interdit, c'est 35 millions, 7% du CA mondial. Tout ce qui est défaut de conformité pour les SIA au risque, 15 millions, 3% du CA mondial.
et 7,5 ou 1% du CA mondial pour tous les outils IA qui n'auront pas respecté les conditions de transparence sur ce qu'ils font de l'ensemble des données qui sont ingérées dans leurs outils. Alors, en principe, c'est le montant le plus élevé qui est retenu, qui sera retenu par les autorités, sauf que pour les PME, c'est plutôt le système inverse. On va retenir le montant le moins élevé, mais n'empêche que les montants peuvent être assez conséquents. Là, je vous ai montré, par exemple, une start-up de 10 millions d'euros. Elle peut être exposée au maximum à une amende de 700 000 € d'amende, ce qui fait beaucoup. Alors, je vous ai parlé en introduction d'un calendrier d'application progressif. Donc, un texte adopté c'était en août, enfin il est entré en vigueur en août, mais il a été publié au JO de l'Union européenne le 12 juillet. Il y a des premières choses qui sont applicables. Depuis le 2 février 2025, l'interdiction de SIA à risque inacceptable est applicable. Donc aujourd'hui, on n'est plus censé trouver en Union européenne des outils à risque inacceptable. Ça me fait penser, pour bien illustrer, risque inacceptable, c'est par exemple l'affaire Cambridge Analytica. Vous vous souvenez peut-être le scandale qu'il y avait eu, notamment à l'occasion des élections Brexit. On s'était aperçu qu'il y avait un logiciel qui s'amusait à scroller les données d'utilisateurs, notamment sur Facebook, pour influencer leur vote. C'est-à-dire que selon en fait, ce que vous regardez, on peut vous profiler, on peut savoir si potentiellement vous êtes un électeur indécis, et si c'est le cas, on va vous pousser des contenus ou des images qui vont orienter vos choix. Ça, typiquement, c'est un SIA interdit, et ils ont été largement sanctionnés, notamment par les autorités de protection des données. Mais voilà, ce type d'outil ne peut plus être présent sur le territoire européen depuis le 2 février 2025. Il s'est passé des choses au cours des derniers mois. Alors, 2 mai 2025, ça c'était une date indicative qui n'était pas vraiment prévue dans le règlement IA Act, mais en tout cas, depuis le 2 août 2025, il faut que les modèles d'intelligence artificielle à usage général, donc tous ceux que je vous ai cités, ils doivent être en conformité, notamment par rapport aux règles de droit d'auteur, puisqu'ils doivent publier leurs données d'entraînement, ils doivent se rapprocher des ayants droit pour convenir d'une rémunération équitable. Et donc, à partir du 2 août 2025, ceux qui ne le feraient pas peuvent faire l'objet de sanctions. Et donc là, c'est les 15 millions d'euros d'amende et 3% du chiffre d'affaires mondial. Et puis, d'autres dates sont prévues pour 2026, 2027, 2030 pour appliquer les règles, notamment pour tout ce qui est système à haut risque. Mais néanmoins, ce calendrier qui est celui qui a été fixé par le texte doit être relativisé. Pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'il y a un peu un mouvement de rébellion d'entreprises européennes qui contestent un peu la lourdeur administrative qui est imposée par les autorités européennes et les PME aussi par la charge financière que ça représente pour eux. Et donc, on sollicité un moratoire, mais j'y reviendrai en fin de présentation. Donc là, on rentre maintenant un peu plus dans le dur, en tout cas sur les règles existantes et qui peuvent contrecarrer, en dehors purement de l'IA Act, qui est plutôt une réglementation transversale, s'intéresser un peu à la data, ce carburant, cet or noir de l'économie numérique sans qui l'IA n'existerait pas. Eh bien, la data, il y a plein de typologies de data qui sont concernées. Les inputs, donc ce qu'on rentre, les outputs, le résultat qui sort, les données de validation qui sont utilisées par les fournisseurs pour tester la fiabilité ou la performance d'un modèle d'intelligence artificielle, des données de test pour vérifier la sécurité, la robustesse du système, des données d'entraînement pour l'apprentissage de ces machines et bien évidemment les données à caractère personnel qui peuvent correspondre à ces différentes typologies de données. Et on voit une constellation de textes européens, l'IA certes, mais pas que. Même ceux qui sont spécialistes du droit du numérique, franchement, il y a une telle avalanche législative que ça devient difficilement compréhensible et articulable les uns entre les autres. Donc il y a vraiment une complexité réglementaire de plus en plus dense. Donc RGPD sur les données personnelles, l'IA Act sur la conformité des produits au sein du marché unique du numérique, le DGA, c'est Data Governance Act, qui va encadrer le partage de données
entre les entités publiques et les entités privées ou entre entreprises privées lorsque ce sont des données sensibles ou stratégiques. Le Data Act qui va permettre l'accessibilité, la portabilité des données résultant d'objets connectés, notamment. Donc tout ça, en fait, encadre la donnée utilisée par des modèles d'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de data, donc il y a les données personnelles, bien sûr, vous savez ce que c'est, hein, le nom, le prénom, la date de naissance, tout ce qui est directement identifiant une personne physique. Puis il y a plein d'autres typologies de données. Hein. La carte vitale, vous avez la photo, vous avez un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom. Une plaque d'immatriculation, c'est une donnée personnelle parce qu'elle permet indirectement d'identifier le titulaire d'une carte grise. Les données de santé, bien sûr, qui sont des données sensibles. Un numéro de téléphone qui permet d'identifier un abonné. La voix, la photo, tout ça, ce sont des données personnelles. Et à côté, il y a des données non personnelles. Tout ce qui est données météorologiques, données d'une société, données statistiques, données commerciales, les prix, les données agricoles, tout ça, ce ne sont pas des données personnelles. Donc ce sont des données qui sont peut-être plus facilement mobilisables pour faire de l'intelligence artificielle parce que tout ce qui est données personnelles, c'est soumis à un cadre très strict prévu par le RGPD et étroitement surveillé par la CNIL. Donc, qu'est-ce qui gère la donnée, donc, en plus de l'IA Act par rapport au texte existant? Le premier point, et je trouve que souvent, quand les clients viennent me voir, il y a un petit peu des incompréhensions, mais en soi, la donnée brute, même alors, la donnée personnelle, elle appartient à la personne, mais la donnée n'appartient à personne, justement. C'est une information qui circule et qui ne fait pas en soi l'objet d'une appropriation. Par contre, elles peuvent faire l'objet d'une protection. Ça, c'est différent. Donc, voilà, il faut s'interroger sur quelle protection peut s'appliquer à la data. Après, il y a la question qui peut accéder à ma donnée. Celle-là, ça dépend de la nature et de l'origine de la donnée. Seules certaines données sont accessibles sans restriction, on va le voir. Et ensuite, est-ce que les données peuvent être partagées? Si oui, comment? Avec quelles conditions? Quelles garanties? Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut dresser quand on lance un outil d'intelligence artificielle pour comprendre les enjeux et les règles à respecter en face. Donc, protection des données. Quand il s'agit de la protection des données personnelles, il y a le RGPD, avec, on a un temps limité, donc énormément d'obligations qui s'imposent aux responsables des traitements. Et quand on est un développeur qui manipule de la donnée personnelle dans le cadre de l'entraînement, dans le cadre de données de validation, etc., on est responsable de traitement, donc assujetti au RGPD. On a le droit des bases de données. Donc les bases de données, en fait, on va protéger par un droit de propriété intellectuelle les investissements faits par celui qui a pris l'initiative de créer une base de données. Il va bénéficier d'une protection. Donc ce n'est pas la donnée qu'on protège, c'est l'ensemble structuré de ces données, qui est structuré selon un certain agencement, un système, une méthode. C'est ça qu'on va protéger. Et le secret des affaires, eh bien là, on va protéger des informations qui ont une valeur économique pour l'entreprise, notamment, et qui sont protégées par des règles de confidentialité. Donc, on a tout un arsenal législatif pour protéger la donnée utilisée par l'intelligence artificielle. Le Data Act, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un texte nouveau qui est entré en application en septembre et qui impose à des acteurs d'ouvrir l'accès aux données qui sont collectées par les objets connectés. On parle de portabilité, de transmission de données. En tout cas, il y a ce règlement-là qui encadre tout ça. Et le Data Governance Act, qui est plus sur le partage de données et qui force certaines entreprises à se partager des données pour le bien commun collectif et qui force aussi les entités publiques à ouvrir leurs données pour que ça puisse être utilisé par des entreprises privées. Donc, je me permets de faire un petit focus sur les données personnelles parce que c'était un des premiers sujets qui a été mis en avant pour bloquer des initiatives de SIA ou de modèles d'IA à usage général, parce que notamment quand ChatGPT avait été commercialisé en Italie, il avait été interdit, je crois que c'était début 2024 ou début 2023, pour non-respect des données personnelles. Donc
voilà, les données personnelles, elles sont importantes dans la phase d'apprentissage, puisqu'il faut qu'on utilise des données personnelles qui doivent respecter des principes de qualité, de pertinence, de minimisation. Les personnes dont les données sont collectées peuvent aussi avoir des droits. C'est-à-dire que si vous utilisez les données personnelles pour l'apprentissage, en principe, les personnes peuvent demander accès, opposition, effacement des données que vous utilisez. Et dans la phase de production et dans la phase d'output, il y a aussi des sujets, puisque on peut déduire des données personnelles sans que ces informations personnelles aient été fournies. Comme l'IA est basée sur la big data, le fait de croiser un maximum de données peut permettre de vous profiler de façon de plus en plus précise. Et ça, en principe, c'est interdit par le RGPD, donc ça pose des sujets. Des données personnelles collectées lors de la saisie du prompt. Vous, utilisateur, vous allez saisir des données, un nom, un prénom. Donc, qui est responsable de ça? Comment les personnes peuvent être informées que leurs données ont été saisies? Et puis, l'IA peut aussi inventer des données personnelles sur la base d'hallucinations. Il y a des données totalement fictives qui sont rattachées à vous. Et ça pose également des principes de responsabilité. Donc bien évidemment, les principes du RGPD s'appliquent. Il y a en principe aussi des études d'impact à mener pour toute nouvelle technologie qui pose un risque élevé pour la vie privée des personnes, qui nécessite la réalisation d'études d'impact. Donc en tant que développeur ou fournisseur d'intelligence artificielle, vous devriez mener ce type d'études avant de commercialiser votre produit lorsque vous utilisez des données personnelles dans votre outil. À savoir que la CNIL, donc l'autorité indépendante qui contrôle la protection des données, a eu un rôle très moteur ces dernières années. Ça a été une des premières autorités qui a pris position sur l'intelligence artificielle et sur des règles à respecter. Alors, il y a un petit peu aussi un débat. Il y en a plein qui ont dit, mais en fait, le RGPD est fondamentalement un handicap pour le développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des principes du RGPD qui parlent de minimisation. On ne peut utiliser que des données strictement nécessaires. Donc, c'est pas... Merci pour le timing. Pour le coup, c'est un peu contraire au principe même de l'IA. Tout ce qui est aussi conservation limitée, d'imposer une conservation limitée, l'IA va utiliser sans limitation de durée les données qui sont collectées. Donc, il y a eu besoin de faire quelques ajustements au niveau du RGPD. Question du droit d'auteur, là j'aimerais m'arrêter un petit, peut-être pas plus, mais il y a eu une jurisprudence récente que j'aimerais vous signaler. Alors la question du droit d'auteur, je vous dis, ça a été aussi un des débats les plus virulents, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'IA scrolle des données, pille des données qui sont accessibles sur le web pour produire des résultats, donc elle va utiliser des œuvres protégées. Le principe en droit d'auteur, c'est que l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur est soumise à l'autorisation préalable des auteurs. Les auteurs ont un monopole d'exploitation sur leurs œuvres. Donc si on utilise, eh bien, il faut leur demander l'autorisation, et à tout le moins leur payer. Et donc le fait que ChatGPT, Gemini, etc. brassent des œuvres protégées par le droit d'auteur, en tirent un revenu, il est normal que les ayants droit qui sont à l'origine de ces créations puissent aussi avoir un retour sur investissement. Donc voilà, donc il y a vraiment ces principes qui s'appliquent. Et ce qu'impose le règlement IA Act vis-à-vis de ces acteurs, c'est de publier des données d'entraînement, avoir une politique respectueuse des droits d'auteur et notamment le respect, ce qu'on appelle de l'opt-out. Donc il y a une exception qui est prévue dans le droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle la fouille de données ou data mining que vous verrez. Et c'est une exception qui permet justement à des acteurs de l'IA de faire du web scrapping, donc de récupérer de la donnée. Ils peuvent le faire à condition que les ayants droit n'aient pas mis leur droit de veto. C'est-à-dire que les ayants droit peuvent dire non, je ne veux pas qu'un outil IA brasse de la donnée sur la base de mes œuvres. Et donc, en fait, en France, la plupart des sociétés de gestion collective, de type la SACEM, qui représente les œuvres musicales, grosso modo, d'autres sociétés, pour tout ce qui est œuvres multimédia, œuvres dramatiques, par exemple, ont mis un veto. Et donc, il faut que les acteurs de l'IA respectent ce droit d'opt-out, qu'on peut lire soit dans les métadatas, soit dans les conditions générales d'utilisation des sites web qui sont scrollés, qui peuvent mettre un droit de veto.
Alors, 2 décisions intéressantes, mais qui ont justement, elles sont intéressantes parce qu'elles ont pris 2 oppositions, 2 verdicts strictement opposés. Donc, il y a eu 2 procès donc, contre Getty Images, qui a poursuivi Stability AI, donc un outil qui permet la génération d'images, et en Allemagne, GEMA, qui est l'équivalent de la SACEM, contre OpenAI. Et là, en fait, ce qu'ils ont dit, donc Londres, alors il y avait le pragmatisme anglo-saxon et la rigueur allemande, concrètement. C'était en novembre 2025, donc c'est trop récent et on en a largement parlé dans la presse. Donc la question, c'était de savoir, est-ce que lorsque Stability AI utilise des œuvres, en fait, ces œuvres, elles sont codées, et alors, ce qu'on appelle des poids, des choses que je ne connaissais pas, il y a des paramétrages qui sont dans les modèles, qui sont générés par millions, par milliards, et dans des codes, en fait, dans ces poids, dans la mémoire en fait, du modèle, il y a des petits fragments d'œuvres. Et ce que a dit l'Allemagne, c'est dire, à partir du moment où des extraits d'œuvres sont mis dans ces mémoires et peuvent donner lieu potentiellement à une reproduction de l'œuvre, notamment en sortie, en output, eh bien, c'est une reproduction. Et s'il n'y a pas d'autorisation, c'est une contrefaçon. Donc, ils ont eu une vision extensive en disant le fait de reproduire une œuvre dans vos codes, même si vous n'utilisez pas l'œuvre en son entier, mais qu'elle peut ressortir des œuvres similaires dans les outputs, c'est de la contrefaçon. À l'inverse, Londres a dit, alors pour GEMA et OpenAI, ils ont dit, OK, des fragments d'œuvres sont reproduits dans ces poids, dans cette mémoire interne de l'entreprise, mais c'est qu'une donnée mathématique, statistique. Les extraits qui sont mémorisés, ils ne sont pas exploitables. Donc, du coup, ce n'est pas une reproduction. Donc, il n'y a pas de contrefaçon. Voilà, juste pour vous dire qu'en France, il n'y a jamais eu encore de jurisprudence sur le sujet de l'IA, mais ça sera à suivre. Donc, on voit qu'il n'y a pas du tout un terrain d'entente en Europe sur ces sujets. Contrairement aux États-Unis où il y a un peu plus de flexibilité avec le recours au fair use. Comme le temps presse, j'accélère. Un autre sujet aussi d'actualité, c'est sur la responsabilité. Je vous avais dit au départ, s'il y a un dommage, qui est responsable? C'est certainement pas la machine, c'est certainement pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas un sujet de droit. Pourtant, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé d'aller dans ce sens en disant on va créer une personnalité juridique au robot. Ça a été écarté. Et donc, en fait, c'est vraiment les règles de droit civil qui s'appliquent. Et ce qui est particulier avec l'IA Act, c'est que l'IA Act ne traite pas de la responsabilité, mais va faciliter la démonstration de la responsabilité. Puisque les entreprises qui développent sont soumises à une documentation très dense et complexe, elles doivent dire ce qu'elles font. C'est ça, on va publier sur nos données d'entraînement, on va expliquer notre fonctionnement. Donc, elles doivent communiquer des éléments qui peuvent servir de preuve à la victime qui va pouvoir démontrer j'ai eu un dommage parce que c'est bien l'outil IA qui a provoqué tel dommage. Et donc, un autre dossier ce mois-ci qui est intervenu aux États-Unis, un procès contre OpenAI et la presse. Ça a été aussi, on avait parlé, c'était notamment le New York Times qui, il y a 2 ans, avait dit mais OpenAI, dans les outputs, il y a beaucoup de similitudes ou d'occurrences par rapport à nos propres articles. Ils ont utilisé des milliards et des milliards d'articles, parce que c'est un organe de presse qui existe depuis 1851, et sans mon autorisation. Donc ils ont fait un procès et ils ont exigé que OpenAI communique des logs de conversation, des logs historiques. Ils ont demandé 20 millions de logs pour qu'eux puissent étudier sur la base de ces logs. Donc les logs, en fait, c'est un peu les historiques techniques des conversations, anonymisés, sans qu'ils aient le nom des utilisateurs, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'utilisateur, la machine, pour obtenir ces résultats et démontrer le nombre d'occurrences qui pouvaient arriver. Et donc, OpenAI disait, mais non, atteinte à mon secret industriel, c'est complètement disproportionné de demander ça par rapport à mon architecture, mon système, c'est de l'intrusion, c'est disproportionné, et en plus, ça pourrait faire l'objet de reverse engineering. Donc, ils ont dit non. Et là, le juge, il a tranché et il a dit, eh bien si, vous allez communiquer ces 20 millions de logs
parce qu'ils sont anonymisés, c'est dans un cadre ultra sécurisé, il n'y a que les avocats qui ont accès, dans des usages très déterminés, et puis vous ne démontrez pas le caractère disproportionné de la demande. Donc, ce qu'on a dit, c'est un peu la fin de la boîte noire. On ne peut plus opposer secret, défense, c'est trop complexe, c'est donc secret, c'est plus entendable, et donc le juge peut ordonner la communication de ces éléments pour permettre à la victime de démontrer le préjudice qu'elle a subi. Donc, juste pour finir très brièvement, il y a des pratiques qui existent. L'IA n'est pas hors du droit. Il y a un règlement IA qui encadre les usages, il y a des règles préexistantes qui doivent être respectées, des réglementations sectorielles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un utilisateur, quand on est une entreprise ou des salariés qui utilisent l'IA en interne? Eh bien, il y a une nécessité d'encadrer les usages, encore une fois, savoir quels sont les outils IA utilisés dans l'entreprise pour éviter le shadow IT, c'est-à-dire que les salariés qui utilisent en douce, sans autorisation, sur leur smartphone, leurs propres outils IA, c'est dangereux puisqu'on peut communiquer des données confidentielles sur l'entreprise et mettre l'entreprise à risque sur un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment diffuser des bonnes pratiques, savoir pas mettre de données sensibles, vérifier les sources de tout résultat généré, qu'il n'y ait pas de réutilisation non autorisée de données de l'entreprise, prendre de la distance par rapport aux résultats générés pour pas qu'il y ait trop de facilité. Donc tout ça, ça doit être formalisé dans une charte pour encadrer les usages et essayer d'investir plutôt dans des modèles professionnels avec des garanties contractuelles sur la fiabilité des résultats et sur le fait surtout qu'il n'y a pas de données sensibles qui sortent de l'entreprise et que tout soit dans un environnement fermé. Pour les fournisseurs, eh bien, il y a vraiment nécessité de déterminer à quelle catégorie mon SIA appartient pour déterminer les obligations qui s'imposent à moi et démarrer la mise en conformité. Il y a plein d'outils qui existent, des fiches pratiques de la CNIL qui sont extrêmement détaillées et qui commencent à devenir le référentiel en fait, à suivre pour tous les professionnels qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'IA Act 2 est entré en phase opérationnelle, je vous l'ai dit, depuis août, puisqu'il y a des obligations renforcées. Et il y a un code de bonne pratique qui n'est pas un code obligatoire, mais qui est plus basé sur le volontariat, qui a été adopté en juillet par Google, Microsoft, OpenAI, Mistral, notamment pour le respect du droit d'auteur. Et ceux qui sont signataires de ce code, ils ont une présomption de conformité à l'IA Act, donc c'est un intérêt. Mais il y a des grands absents, Meta, les principaux acteurs chinois, qui ont refusé de valider ce code de bonne pratique. En projet, depuis septembre, en nouveauté, il y a eu la désignation d'autorité de surveillance en France. On verra, c'est une architecture complètement structurée, mais là, c'est pas voté, c'est juste en projet, mais concrètement, DGCCRF et DGE, je crois que c'est la Direction Générale des Entreprises, qui est le pilote de la gouvernance française par rapport à l'IA Act. Et il y a des autorités sectorielles et celles qui bénéficient d'une expertise qui devraient aussi être autorités de surveillance. Et demain, qu'est-ce qui change? Pour finir, c'est ma dernière slide. On parle du digital omnibus. En fait, il y a vraiment une rébellion des entreprises, des PME qui disent « enough is enough ». Il y a trop de réglementation, c'est trop coûteux, on tue l'innovation. L'Europe prend du retard par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Donc la Commission européenne s'est saisie du dossier et essaie de changer les règles. Et si vous devez... Alors en termes de RGPD, il y a beaucoup de sujets parce qu'ils voudraient faire sortir l'utilisation de certaines données personnelles du champ du RGPD, notamment les données pseudonymisées, c'est-à-dire celles où on ne peut pas reconnaître tout de suite l'identité physique d'une personne. En fait, ça pourrait être utilisé beaucoup plus librement par les entreprises qui développent de l'IA. Mais le point important à retenir, c'est les échéances que je vous ai mentionnées tout à l'heure, en disant qu'en août 2026, toutes les entreprises qui développent des systèmes à haut risque doivent être conformes. Eh bien, ça pourrait être décalé de 16 mois, donc en 2028, grosso modo, pour ces entreprises-là. Donc, il y a vraiment une importance, parce que août 2026, c'est demain, quand même. Donc, tout le monde est censé être conforme et les sanctions peuvent tomber, mais il y a un doute sur son application selon ce calendrier. De toute façon, les choses
évolue beaucoup, mais là, il y a vraiment un bras de fer politique au niveau européen pour essayer de favoriser les entreprises européennes, limiter les coûts, notamment pour les PME. Je vous remercie et je pense qu'on est bon côté timing. Merci beaucoup, Sabine.